Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle exploration en profondeur. Bonjour. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mur invisible sur lequel absolument tout le monde a buté un jour ou l'autre. Même les esprits les plus affûtés s'y cassent les dents. C'est ça. Il y a ce mystère fondamental. Pourquoi est-ce que c'est si ridiculement facile de se fixer des objectifs grandioses le soir quand on est bien inspiré et si incroyablement difficile de passer à l'action le lendemain matin? C'est la grande question, en effet. Pour ceux qui nous écoutent et qui s'intéressent un peu à la psychologie du comportement, les concepts de procrastination ou de résistance, c'est pas vraiment nouveau. Mais là, on va utiliser une perspective très pointue issue du livre Get Up and Do It de Beachy et Josephine Kolkloff. Un ouvrage vraiment fascinant d'ailleurs. Ouais, c'est super intéressant. Notre mission aujourd'hui, c'est d'aller bien au-delà des petits conseils de surface pour vraiment décortiquer la mécanique de l'autosabotage. Exactement. Et il y a une idée hyper percutante dès les premières pages, c'est que face au changement, même un changement super positif comme une promotion ou un déménagement dont on rêvait, la réaction première du cerveau, c'est presque inévitablement la peur. Et ça, c'est une observation fondamentale pour comprendre notre propre fonctionnement. On a souvent tendance à penser que la peur, c'est réservé aux situations de danger réel, tu vois, de danger objectif. Comme fuir un prédateur, quoi. Voilà. Mais ce qui est brillant dans l'approche des auteurs, c'est de démontrer que cette peur, qui paralyse l'action, elle est dans l'immense majorité des cas une fabrication totale de notre esprit. Une illusion complète. Complètement. Le livre s'appuie d'ailleurs sur un concept très parlant en utilisant l'acronyme anglais du mot peur, FEAR. FEAR, ouais. Il le décrypte comme false evidence et appearing real, ce qu'on pourrait traduire en français par de fausses preuves qui semblent réelles. De fausses preuves qui semblent réelles. C'est fort, ça. C'est un mécanisme de survie, mais qui est très mal calibré pour notre monde moderne, en fait. L'esprit va fabriquer des scénarios catastrophes d'une telle précision que le système nerveux y réagit physiologiquement, exactement comme s'il y allait une menace mortelle, immédiate, alors que c'est une simple projection. Et ce concept de fausse preuve, il prend vraiment tout son sens quand on l'applique au quotidien. On n'est plus dans la jungle à fuir un lion. Le livre illustre ça de manière très ancrée dans la réalité avec des études de cas. Jérémy? Voilà. Jérémy a 30 ans et il est absolument terrifié à l'idée d'apprendre à conduire. Surtout qu'il a grandi dans une grande métropole, donc la circulation est super dense, c'est très intimidant. C'est ça. Sauf qu'il a désormais impérativement besoin de son permis pour évoluer professionnellement. Mais quand Jérémy pense à la conduite, c'est pas juste une vague appréhension logique. Son cerveau génère un film ultra réaliste. Une vraie superproduction angoissante. Exactement. Il s'imagine le jour exact de son examen. Il visualise ses amis en train de rire et de se moquer de lui s'il échoue. Et il le visualise avec une intensité si forte qu'il ressent des sueurs, de la honte et une angoisse profonde. Pour un événement qui n'existe absolument nulle part ailleurs que dans sa tête. C'est la définition même de l'illusion. Et c'est là toute la tragédie du truc. Il subit le traumatisme d'un échec qui n'a même pas eu lieu. Et on peut tous transposer ça à nos vies, comme le fait de redouter une réunion difficile au point de ne pas endormir la nuit alors que la réunion se passe super bien le lendemain. La souffrance par anticipation est souvent bien pire que l'événement lui-même. C'est clair, mais cette paralysie due à la peur, elle est parfois beaucoup plus sournoise, non? Elle ressemble pas toujours à de la panique ou à des sueurs froides. Parfois, elle prend le masque de l'extrême compétence. C'est une excellente remarque. Et c'est ce qui nous amène au paradoxe du contrôle. La peur sait super bien se déguiser en productivité ou en prudence légitime. C'est le cas de Peter dans le livre. Oui, Peter. Il a la trentaine et il nourrit l'ambition de créer sa propre entreprise. C'est quelqu'un de très méthodique. Il a fait toutes les recherches imaginables, son business plan est solide, il a consulté des spécialistes, fait des études de marché. Sur le papier, c'est le projet impeccable. Impeccable. Pourtant, il est complètement bloqué au stade de la théorie depuis plus d'1 an. Il n'a posé aucun acte fondateur. Et de l'extérieur, ou même pour lui, ça ressemble juste à du perfectionnisme, au fait de vouloir bien faire les choses. Exactement. Et l'analyse que font les auteurs ici est cruciale. Pour une personne méthodique comme Peter, la phase de recherche, c'est un refuge. Ça offre une sensation de maîtrise totale. Rien ne peut mal tourner tant que ça reste dans un fichier Excel. Voilà. Mais passer à l'action véritable, franchir le cap et lancer l'entreprise, ça signifie inévitablement renoncer à ce contrôle total. C'est s'en remettre aux aléas du marché, aux réactions des clients. À l'inconnu, en fait. C'est ça. L'idée essentielle, c'est qu'avancer vers un but significatif implique presque
obligatoirement d'accepter une période de vulnérabilité et une perte temporaire de contrôle. C'est pas un dysfonctionnement, c'est la nature même du progrès. C'est une distinction qui change tout. Faut arrêter d'attendre de se sentir totalement en contrôle pour agir, parce que ce sentiment n'arrivera jamais au moment de sauter le pas. Et ça soulève une question fascinante sur la façon dont on interprète les signaux de notre propre corps. Ah oui, l'inconfort. Voilà. Si on ressent de l'inconfort, on a tout de suite tendance à penser qu'on fait fausse route. C'est le biais d'interprétation par excellence. Le livre présente le cas de Steve pour démontrer ça. Steve, qui veut changer de travail. Oui, il sait factuellement qu'il est sous-payé d'environ 25% par rapport au marché. Il a largement les compétences pour un poste supérieur, mais à chaque fois qu'il consulte des offres d'emploi ou qu'il veut envoyer un CV, il ressent des symptômes physiques très intenses. Le souffle court, les maux d'estomac, le cœur qui bat vite. Exactement. Et dans notre société, où on a tendance à médicaliser la moindre tension, le réflexe de Steve, c'est de se dire « mon corps me dit non, c'est une mauvaise idée, c'est pas le bon moment ». C'est ce qu'on appelle écouter son corps, mais à tort. Totalement à tort. Les auteurs mettent en lumière cette erreur. Steve perçoit l'anxiété comme un drapeau rouge. Or, ces réactions physiologiques, comme la boule au ventre ou l'adrénaline, ce sont des réponses parfaitement normales, presque animales. L'organisme se prépare à fournir un effort inhabituel. L'esprit mobilise de l'énergie pour un nouveau but. Voilà. Redéfinir cette sensation non plus comme un avertissement de catastrophe, mais comme le carburant brut nécessaire au changement, ça permet de débloquer des situations figées. C'est une bascule mentale très puissante, transformer le « je suis terrifié » en « je suis prêt ». Mais au-delà de ces sensations physiques, il y a aussi les mots qu'on se dit à soi-même. Notre dialogue intérieur a un pouvoir de destruction massive sur notre motivation. Le piège de l'auto-étiquetage. C'est ça. Le livre en parle en profondeur. Les mots façonnent notre réalité psychologique. Prenons l'exemple de Jane, partagé par les auteurs. Jane s'engage souvent dans de nouveaux régimes ou programmes de sport, mais dès que l'effort devient un peu trop contraignant, au bout de quelques jours, elle abandonne. Et le plus intéressant, c'est pas l'abandon en soi. Non, c'est le discours qui l'accompagne. Elle se justifie en disant qu'elle est naturellement faite pour être grosse ou qu'elle est quelqu'un qui ne finit jamais rien. Ce qui est frappant, c'est le caractère absolu de ces phrases. En disant « je suis quelqu'un qui ne finit jamais rien », on ne décrit pas un comportement ponctuel, on définit une identité entière. Absolument. Et si l'échec fait partie de notre identité naturelle, pourquoi même essayer de lutter contre la nature? C'est l'excuse parfaite. C'est le confort pervers de l'auto-sabotage. L'individu se dédouane de toute responsabilité d'effort futur. Et notre cerveau a la fâcheuse tendance de croire ce qu'on lui répète avec conviction. C'est pour ça que le livre insiste sur des stratégies de recadrage implacables. Faut modifier la grammaire de notre dialogue intérieur. Et ce recadrage trouve une application hyper concrète dans l'histoire de Lucie. Oui, Lucie qui a décidé d'arrêter de fumer. Voilà. Au bout de 7 jours, quelqu'un lui demande comment elle va. Sa réponse est super révélatrice. Elle dit que ça fait 168 heures depuis sa dernière cigarette, qu'elle est tendue et qu'elle doute de pouvoir tenir. En fait, elle compte chaque heure comme une heure d'incarcération. Elle compte le temps en termes de privation. Et ce type de formulation, c'est l'antichambre de la rechute. En mesurant le temps en heures de souffrance, elle maintient son attention focalisée sur la chose qu'elle essaie précisément d'éliminer. Elle se concentre sur la perte. Alors que le recadrage cognitif proposé par le livre est radicalement différent. Il s'agit de célébrer le capital accumulé. Au lieu de subir 168 heures de manque, la perspective devient « je peux être fier d'avoir tenu une semaine entière. J'ai réussi à traverser les premiers jours qui sont de loin les plus difficiles. » L'énergie mentale doit rester fixée sur la victoire en cours et pas sur la difficulté du processus. C'est primordial. Ça demande une discipline mentale de fer quand même. Et pour maintenir cette concentration, il y a un concept que les auteurs introduisent qui est vraiment mémorable. C'est l'idée du gremlin intérieur. Oui, le gremlin. C'est une métaphore super visuelle pour décrire cette petite voix pernicieuse, hyper critique et toujours prête à souligner nos faiblesses. Le concept du gremlin permet de mettre à distance cette négativité. Et ce qui est fondamental dans l'analyse, c'est de comprendre d'où vient cette voix. Ce gremlin, il n'est pas avec nous. C'est une construction. C'est le fruit d'une accumulation de remarques extérieures absorbées au fil du temps. Ça peut être un prof qui vous a dit que vous étiez nul en maths, une réflexion dévalorisante d'un parent ou des humiliations subies à l'école. Avec les années, l'esprit intériorise ces critiques jusqu'à ce qu'elles deviennent notre propre voix. Et le but du jeu, selon le livre, c'est de couper les vivres à cette petite voix. Arrêter de nourrir ce gremlin avec nos propres auto-sabotages. Complètement. Et pour le faire taire, les auteurs proposent un outil que je trouve d'une grande élégance, la déclaration des droits personnels.
On vit tellement souvent avec des règles invisibles qui nous étouffent. Oui, des interdits implicites. Cette déclaration nous invite à nous octroyer formellement, presque contractuellement, des permissions qu'on s'interdit en permanence. Par exemple, le droit inaliénable de faire des erreurs. Le droit de dire ouvertement « je ne sais pas » sans se sentir incompétent. Ce qui soulage énormément de pression. Le droit de changer d'avion en cours de route. Et un droit qui frappe vraiment fort. Le droit de ne pas avoir à être le meilleur. On a le droit d'être simplement moyen à quelque chose et d'essayer quand même. C'est une attaque directe contre le perfectionnisme toxique. Cette déclaration abaisse vraiment les barrières à l'entrée de l'action. Par contre, une fois qu'on s'est donné la permission d'agir, faut savoir comment canaliser cette nouvelle énergie. Oui, parce que l'échec vient pas seulement de la peur. Non, l'échec est très souvent le résultat d'un brouillard stratégique. Un objectif flou produit inévitablement des résultats flous. Et c'est ici que l'ouvrage se tourne vers des méthodes de structuration rigoureuses, notamment à travers l'acronyme SMART. Alors quand j'ai vu que les auteurs abordaient la méthode SMART, spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste, temporel, j'avoue que j'ai eu un léger mouvement de recul. Ah oui ? Quiconque s'intéresse un peu au monde de l'entreprise ou du développement personnel connaît ça par cœur. Ça peut sembler un peu stérile, très réunion de direction, pour aborder un sujet aussi intime que le dépassement de ses propres peurs. C'est une réaction très compréhensible si on voit ça comme une simple case à cocher et administrative. Mais ce qui rend l'approche des auteurs intéressante, c'est la façon dont ils appliquent cette structure assez froide à des blocages profondément émotionnels. La précision devient un remède contre l'angoisse, en fait. Prenons l'exemple de Rebecca. Au départ, son but est classique et désespérément vague. Je veux perdre du poids. Et face à un objectif pareil, le cerveau n'a aucune marche à suivre. Il ne sait pas par où commencer, ce qui génère un sentiment d'impuissance. Et surtout, avec un but aussi vague, la moindre entorse, la moindre part de gâteau acceptée à un anniversaire est vécue comme un échec monumental de l'objectif global. Exactement. L'application de la méthode SMART transforme cet élan nébuleux en un cahier des charges psychologiques très précis. Pour Rebecca, ça devient « je veux perdre 12 kilos, maintenir ce poids ensuite et apprendre à structurer mon alimentation sur le long terme sans sacrifier mon plaisir personnel ou mes dîners entre amis ». La nuance est majeure. L'intégration de la notion de plaisir rend l'objectif écologiquement viable pour elle à long terme. C'est la même mécanique avec John, un autre exemple du livre. John qui partait du fameux « je veux me remettre en forme ». Le grand classique. Le genre de résolution du Nouvel An qui s'évapore à la mi-janvier. Mais il a découpé cette montagne en micro-actions presque triviales. Pas de grandes déclarations. Il a rendu ça très spécifique. Oui, il décide que le matin, les viennoiseries sont remplacées par des fruits. Le midi, il arrête les sandwichs industriels au pub. Il intègre une séance de natation par semaine et un match de football avec son fils le week-end. L'immense fardeau de la remise en forme disparaît pour laisser place à des décisions logistiques très simples. Et cette fragmentation de l'effort, c'est vraiment la clé de voûte de l'action durable. Son efficacité pour réduire la charge cognitive et émotionnelle est magistralement démontrée par l'histoire de James. James, le jeune homme de 24 ans. Oui, qui nourrit un rêve ambitieux. Il veut devenir médecin. Mais il n'a pas suivi le cursus scientifique classique. De son propre point de vue, l'objectif est d'une ampleur vertigineuse. Une montagne infranchissable qui provoque une paralysie totale. Reprendre des études de médecine à cet âge, avec des lacunes scientifiques, c'est intimidant au possible. L'angoisse de l'échec final l'empêche même de commencer. Alors comment il s'en sort ? Pour contourner ce blocage, la stratégie consiste à occulter complètement le sommet de la montagne. Il divise l'ascension en 3 étapes cloisonnées. Étape 1, s'inscrire à des cours intensifs de remise à niveau en sciences, sans penser à la suite. Juste les cours. Voilà. Étape 2, se présenter aux examens de cette remise à niveau et recueillir l'évaluation objective des profs. Et étape 3, uniquement si les signaux des 2 premières étapes sont au vert, préparer et soumettre sa candidature officielle à l'école de médecine. Du jour au lendemain, l'angoisse de devenir médecin s'évapore. La seule tâche qui requiert son attention aujourd'hui, c'est de remplir un formulaire d'inscription pour un cours de sciences. Il a rendu l'impossible immédiatement gérable. Mais pour tenir bon sur la durée, pour enchaîner ces micro-étapes, quand la motivation faiblit, il faut un moteur plus profond. Et c'est là que le livre propose un exercice de projection qui remet brutalement les perspectives en place. L'exercice du discours du 80e anniversaire. C'est un grand classique de la psychologie du développement. Oui, mais la façon dont c'est détaillé est vraiment puissante. L'idée, c'est de s'imaginer au crépuscule de sa vie, entouré de ses proches. Que voudrait-on entendre ou dire en regardant le chemin parcouru ?
Cet exercice a pour but d'extraire nos valeurs fondamentales, celles qui survivent à l'urgence du quotidien. L'exemple de Thomas est très parlant là-dessus. Dans sa visualisation, il se projette en vieil homme avec une belle chevelure blanche, fier de sa trajectoire. Il imagine un toast célébrant sa longue carrière spécialisée en droit de la famille, l'impact positif qu'il a eu sur des familles en détresse, et il évoque les souvenirs de ses voyages sur plusieurs continents. Se projeter avec autant de clarté à la fin de sa vie, ça permet de filtrer instantanément ce qui est prioritaire aujourd'hui de ce qui n'est que du bruit. C'est un puissant filtre décisionnel. Mais les auteurs sont très réalistes là-dessus. Même avec une vision à long terme cristalline, il existe des forces de friction invisibles. Le livre les appelle des ancres. Des freins invisibles, oui. C'est un terme parfait pour décrire ces éléments qui nous maintiennent sur place, malgré nos envies de grand large. Et l'identification de ces ancres est une étape douloureuse, mais nécessaire. L'une des plus répandues et des plus difficiles à briser, c'est ce que les auteurs nomment les menottes de velours. Les menottes de velours. Ça décrit la situation paradoxale où une personne reste embourbée dans une carrière ou un contexte profondément insatisfaisant, avec un manque de sens total, mais où la compensation financière ou les avantages matériels sont trop confortables pour être abandonnés. Le confort devient la prison de l'ambition personnelle. On connaît tous des gens dans cette situation où on l'a été soi-même. Le salaire agit comme un anesthésiant sur l'envie de changement. Il y a d'autres ancres, tout aussi coriaces. On a évoqué le perfectionnisme, cette illusion qu'il vaut mieux ne rien faire plutôt que de faire moyennement. Il y a aussi le besoin maladif de garantie qui exige 100% de certitude avant d'agir, ce qui est impossible dans le monde réel. Et mon préféré, si je puis dire, parce qu'il est incroyablement pervers. Le mythe de la malchance. Ah oui, le mythe de la malchance est une ancre d'auto-sabotage redoutable par sa sophistication. Il consiste à construire un récit mental dans lequel on serait intrinsèquement poursuivi par la poisse, ou issu d'une famille qui n'a jamais eu de chance. Psychologiquement, c'est un mécanisme de défense super confortable. Exactement. S'en remettre à la fatalité ou à l'injustice de l'univers, ça permet de se soustraire totalement à la responsabilité de ses propres échecs, ou pire, de sa propre inaction. Si les dés sont pipés d'avance, à quoi bon jouer? C'est le prétexte ultime pour rester immobile. Tout à fait. Alors comment on parvient à scier ces ancres? Le livre met en avant le principe de la visualisation en partant du principe que voir, c'est croire. Mais c'est pas toujours simple. Quand on demande à quelqu'un de très anxieux de visualiser son succès, son cerveau peut faire exactement l'inverse. C'est le grand défi de la visualisation mal maîtrisée, qui est brillamment illustré par le cas de Sarah. Sarah, la traiteuse. Oui, c'est une entrepreneuse dans le secteur de la restauration et elle frôle l'épuisement professionnel. Son objectif, c'est de restructurer son affaire pour s'octroyer 2 jours de repos par semaine. Ce qui est la moindre des choses. Bien sûr, mais lorsqu'on lui demande de visualiser ce temps libre, elle commence par projeter des images positives. Se détendre chez elle, prendre le temps d'aller faire du sport. Mais très vite, son anxiété latente reprend le contrôle. Son écran mental s'assombrit et lance une véritable pièce de théâtre radiophonique négative. Un film d'horreur mental. C'est fascinant parce que notre cerveau est une machine à résoudre des problèmes. Et quand on est habitué au stress, le cerveau va inventer des problèmes s'il n'en trouve pas dans l'immédiat. Le dialogue intérieur de Sarah part complètement en vrille. Et si je perdais mes meilleurs clients pendant mon absence? Est-ce que mon remplaçant m'a ruiné ma réputation? Elle se noie dans l'angoisse d'un repos qui était censé la sauver. Ce que l'expérience de Sarah révèle, c'est la puissance de nos canaux sensoriels. Son anxiété n'est pas juste une idée, c'est une projection quasi cinématographique qu'elle subit. Le livre explique qu'il est indispensable de reprendre consciemment le contrôle de ces canaux sensoriels. Ce qui m'amène à l'histoire de Lorraine. C'est sans doute l'une des plus poignantes pour illustrer cette reprise de contrôle. Lorraine a survécu à un accident de voiture d'une extrême violence. Le traumatisme a laissé des séquelles psychologiques profondes, une peur panique qui la paralyse. Et pour reprogrammer son cerveau, elle ne s'est pas contentée de vagues pensées positives. Non, elle a utilisé un ancrage sensoriel très spécifique, tiré de la scène du film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Elle a ciblé la scène où la jeune fille elle-même, lourdement traumatisée, parvient à surmonter sa terreur et remonte à cheval pour la première fois. C'est très fort. Lorraine ne se contente pas de regarder cette scène, elle l'internalise. Elle se projette dans la peau du personnage, calquant sa propre respiration sur la sienne, absorbant cette transition émotionnelle de la peur absolue vers la maîtrise de soi. Elle s'en sert comme d'un levier pour transformer sa peur en confiance.
C'est une application clinique de la reprogrammation par les sens. Les auteurs insistent beaucoup sur ce point. L'état d'esprit ne se décrète pas par la seule volonté intellectuelle. Il se construit aussi par l'environnement. Manipuler son environnement physique, c'est une technique éprouvée. Absolument. Diffuser une musique dont l'intensité évoque la victoire, utiliser des marqueurs olfactifs avec l'aromathérapie, aménager un espace de travail baigné de lumière et sans le moindre désordre, tous ces détails ne sont pas des simples éléments de décoration. Ce sont des signaux tangibles envoyés au système nerveux. Exactement. Des signaux pour lui indiquer que l'organisme est en sécurité, en contrôle et prêt à exécuter une tâche, prêt à conquérir. Si on devait rassembler toutes les pièces de ce puzzle psychologique qu'on vient d'explorer, quelle serait l'essence du message de Beachy et Joséphine Colclos? En synthèse, l'argument central du livre est un appel à la responsabilité éclairée. Nous ne sommes pas les victimes impuissantes de nos propres habitudes, le véritable changement exige un effort d'introspection très soutenu. C'est du travail. C'est beaucoup de travail, mais en démontant méthodiquement l'illusion de nos fausses peurs, en identifiant avec lucidité les ancres qui nous retiennent et en structurant nos actions avec la méthode SMART, le passage à l'action cesse d'être un mystère. Ça devient à la portée de tous. Il y a une phrase clé à retenir. Aucun plan, c'est prévoir d'échouer. C'est un résumé d'une grande clarté. L'action sans structure mène à l'épuisement, tandis que la structure sans action, c'est juste un rêve intellectuel. Et pour prolonger cette réflexion de manière un peu provocante, j'aimerais proposer à ceux qui nous écoutent une adaptation d'un exercice du livre. L'exercice du remplacement. C'est ça. Le livre propose d'imaginer devoir apprendre à quelqu'un à être vous pendant une journée. Si on transpose ça à notre époque hyperconnectée, faisons l'exercice suivant. Imaginez qu'un inconnu doive reproduire votre routine exacte pendant 24 heures. En étudiant scrupuleusement vos habitudes. Les applications ouvertes par réflexe, les boucles de défilement compulsif. Exactement. Quelles pensées limitantes ou habitudes d'autosabotage auxquelles vous êtes devenu totalement aveugle, cet inconnu remarquerait-il immédiatement? C'est une question très inconfortable, mais redoutablement efficace pour débusquer nos propres freins. Une belle piste de réflexion. Merci d'avoir partagé cette analyse pointue de la mécanique de l'action avec nous. Prenez le temps d'observer vos propres fausses preuves et surtout passez à l'action dès aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle exploration.